s'installer. Je tenais d'abord à remercier l'ensemble des chefs d'État, de gouvernement, de délégation, la représentante spéciale d'être ici présent. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, France, Allemagne, Italie, Espagne, avec la haute représentante, les présidents du Niger, du Tchad et le Premier ministre libyen, pour évoquer un enjeu qui nous affecte tous et qu'aucun de nous ne peut régler sans la coopération de tous les autres, et qui justifiait pleinement ce format inédit, mais je crois profondément utile. Je veux, au nom de tous et toutes, avant tout réitérer le mot de solidarité à l'égard de Mariano Rajoy et de l'Espagne suite à l'odieux attentat qui a frappé son pays et qui, évidemment, a tué non seulement des ressortissants espagnols, mais nombre de ressortissants européens et non européens. Attentat qui a encore une fois frappé la jeunesse, un lieu de fête et d'ouverture, qui vient après une série d'autres attentats qui se sont déroulés durant l'été, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Le sujet de la réunion du jour était donc celui des migrations et des flux migratoires illégaux et massifs que nous connaissons depuis plusieurs années et qui affectent chacun de nos pays de façon très différente, mais qui nous déstabilisent tous parce que nous ne sommes pas parvenus à le maîtriser et que nous continuons à les subir. Il y a d'abord eu la route de la Méditerranée orientale, où les flux se sont aujourd'hui considérablement réduits. C'est sur les routes de la Méditerranée centrale, aujourd'hui, que les problèmes se concentrent, même si, durant les mois de juillet et août, les flux ont baissé, et de la Méditerranée occidentale, où les flux augmentent à nouveau, que se portent nos préoccupations. Nous devons agir tous ensemble, des pays d'origine jusqu'à l'Europe, en passant par ce qu'on appelle les pays de transit, et bien sûr au premier chef la Libye, pour mener une action efficace. Et c'est un défi aussi bien pour l'Union européenne que l'Union africaine. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons eu aujourd'hui cet échange. Et s'attacher à ce sujet des migrations est d'abord un sujet de solidarité, une exigence morale, mais également un principe d'action et d'efficacité. Et je pense que les deux sont ici, en la matière, constamment réconciliés. Je mesure les efforts consentis par le Niger et le Tchad, qui font face à des flux très importants qui s'ajoutent aux défis sécuritaires et de développement qui sont les leurs. Et je remercie le Premier ministre Sarraj d'être ici présent, car la Libye est elle aussi déstabilisée par les flux migratoires massifs qui viennent du Sud, alors même qu'elle est, on le sait bien, face à des défis internes extrêmement conséquents. Aussi, pour rendre compte de la discussion que nous venons d'avoir, je voudrais m'attacher à trois sujets. D'abord, le sujet des flux migratoires irréguliers et des trafiquants. Ensuite, le sujet de la Libye et le sujet du Niger et du Tchad. Je veux dire ici que ce plan d'action de court terme très rapide que nous avons mis en œuvre, c'est, me semble-t-il, la réponse la plus immédiate, la plus efficace à ce à quoi nous assistons depuis plusieurs mois et qui est intolérable. Le fait que certains groupes de trafiquants, qui sont les trafiquants d'armes, les trafiquants de vies humaines, de drogue et les groupes liés au terrorisme, et qui ont fait du désert en Afrique un cimetière et de la Méditerranée un cimetière. Ce sont les mêmes qui sont profondément liés au terrorisme. Et donc, lorsque nous voulons traiter ces sujets, nous traitons la chaîne continue de ces problèmes. Pour la maîtrise des flux migratoires irréguliers d'abord, le plan d'action qui a été aujourd'hui discuté et dont nous sommes convenus porte plusieurs réponses très concrètes à la lutte et au démantèlement des trafiquants. Nous allons, avec nos partenaires européens, renforcer la coopération avec les pays d'origine et les pays de transit pour démanteler ces réseaux de trafiquants illégaux. Depuis juin 2016, le Niger a commencé un travail extrêmement conséquent que je veux saluer et qui a produit des premiers résultats. C'est cela que nous voulons généraliser, aider le Tchad à le mettre en œuvre, la Libye également, et permettre un démantèlement à travers l'identification des coupables, à travers un vrai travail sécuritaire et judiciaire pour démanteler ces réseaux, et une aide au retour dans les pays d'origine. À cela s'ajoutent les mécanismes de contrôle aux frontières, les actions ciblées, mais également le développement économique des communautés locales qui permettent
à celles et ceux qui sont parfois tombés dans le trafic ou l'économie du trafic, de trouver d'autres perspectives locales de développement. Je crois que ce qui a été fait en particulier entre l'Italie et la Libye ces derniers temps est un parfait exemple de ce vers quoi nous souhaitons tendre. Deuxième point, pour ce qui est de la Libye, nous souhaitons approfondir notre action commune pour une stabilisation et une transition politique inclusive sous l'égide des Nations Unies. L'amélioration de la situation sécuritaire dans ce pays est une nécessité absolue pour la paix et elle est sans alternative pour la maîtrise des flux migratoires. Nous avons les uns et les autres pris durant les dernières semaines plusieurs initiatives en ce sens et je veux saluer le travail du Premier ministre Sarraj à cet égard. L'Italie a pris une initiative importante pour ce qui est des côtes libyennes avec une efficacité dès cet été. L'Allemagne a mobilisé des moyens très importants dans ce sens. La France a accueilli une réunion importante à la Celle Saint-Cloud justement pour accompagner le processus politique. Ce sont ces efforts que nous allons poursuivre en lien direct avec les autorités libyennes pour améliorer le contrôle des eaux territoriales, empêcher les trafiquants de poursuivre leur action. Et l'équipement, la formation adéquate des gardes-côtes est à cet égard un élément déterminant, de même que le processus de dialogue politique et de réconciliation. Nous avons aussi acté une coopération renforcée avec le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations en Libye pour que des infrastructures humanitaires puissent se développer en conformité avec les normes internationales. C'est un point très important pour nous et je veux remercier le Premier ministre de sa pleine coopération sur ce sujet. C'est vrai en particulier pour les centres qui accueillent les rescapés de la Méditerranée et à cet égard, nous souhaitons véritablement que les droits de tous puissent être respectés et nous souhaitons accélérer tout ce qui est fait en ce sens. Enfin, cette réunion a permis de mettre en œuvre des actions très concrètes en amont de ces flux migratoires et en particulier dans les deux grands pays de transit en amont justement de la Libye que sont le Niger et le Tchad. Je veux ici saluer le travail des deux présidents Déby et Issoufou à cet égard, leur engagement profond pour lutter contre les trafics tels que je viens de l'évoquer et réussir à contenir ces flux. Ce que nous avons d'abord acté, je m'y étais engagé à Orléans au début de l'été, c'est de pouvoir avoir un traitement humanitaire à la hauteur de nos exigences et pouvoir, dans des zones identifiées pleinement sûres, au Niger et au Tchad, sous la supervision du HCR, identifier les ressortissants algériens qui ont droit à l'asile selon les règles actuelles et pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement et leur donner justement cet asile en commençant la procédure dès le territoire africain. C'est un élément important parce qu'il évite à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés dans une zone extrêmement dangereuse et qui le demeure dans une part du désert, puis en Méditerranée. Et donc, nous tenons cet engagement à travers la décision qui a été prise aujourd'hui. Cette identification se fera sur les listes du HCR et des listes fermées, c'est-à-dire les migrants d'ores et déjà identifiés par le HCR et résidant dans ces deux pays de passage. C'est ensuite une action de coopération en matière de sécurité, de justice, parfois de présence militaire sur le terrain, que nous avons décidé d'acter, nous pays européens, avec le Niger et le Tchad, pour prévenir d'autres débordements et l'accroissement de ce flux vers la Libye, qui viendrait gonfler des camps de migrants déjà saturés dans des conditions, on le sait, qui restent très difficiles. Et enfin, c'est la possibilité d'organiser un retour vers les pays d'origine qui sera organisé à travers justement notre action directe, par des actions de coopération directe, pays par pays, avec les pays d'origine et par une action en matière de développement à cet égard. Et je pense que c'est cet équilibre d'ensemble qui doit être respecté, parce qu'en aucun cas, les conclusions d'aujourd'hui ne reviennent à faire porter le fardeau sur le Niger et le Tchad de ces migrations qu'eux-mêmes subissent. Solidarité, humanité, efficacité sont les principes qui ont prévalu à l'action que nous souhaitons conduire et aux conclusions du texte d'aujourd'hui, en redisant très clairement que tout cela n'a de sens que si cela s'inscrit dans la politique de long terme que nous souhaitons conduire, nous, pays européens, en lien avec l'Union européenne, à savoir une politique de développement, puisque une grande majorité, justement, de ces migrants prennent ces routes de la nécessité au péril de leur vie, font vivre les trafiquants parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays.
Et donc la politique de développement que l'Union européenne conduit et que nous conduisons sur le plan bilatéral doit évidemment être renforcée, et c'est ce que ce texte acte aussi, qui nous permettra d'aller en ce sens, et c'est le cadre d'ensemble dans lequel nous inscrivons la démarche d'aujourd'hui. Nous sommes enfin convenus que, dès aujourd'hui, une équipe opérationnelle était mise en place pour suivre sur le terrain les conséquences de ces déclarations. Durant les prochains jours, les besoins identifiés par les 3 pays africains présents autour de la table seront précisés pour avoir une réponse très rapide de l'ensemble des pays européens présents également ici. Un suivi sera fait au niveau ministériel. L'Espagne accueillera une réunion des chefs d'État et de gouvernement présents, associant également l'Union africaine, dans les prochains mois, avant le sommet Union européenne-Afrique, qui permettra de faire un point d'étape, entre autres, sur le processus de La Valette et le processus entamé aujourd'hui à Paris. Voilà, mesdames et messieurs, ce que pour ma part je souhaitais reporter de la réunion extrêmement fructueuse et surtout du travail très important qui a été fourni durant tout l'été par nos équipes. Et en la remerciant à nouveau d'être présente aujourd'hui dans une période extrêmement chargée pour elle, je souhaite céder la parole à Angela Merkel, Madame la Chancelière. Ja, danke schön. Ich möchte mich bedanken bei Emmanuel Macron für diese Einladung. Wir haben heute eines der wichtigsten Themen besprochen, was auch die Menschen Nous avons discuté d'un des sujets les plus importants, tant pour les citoyens d'Afrique que pour les citoyens européens. Il s'agit d'une part d'arrêter de lutter contre l'immigration illégale et de lutter contre les passeurs, et d'autre part trouver des réponses humanitaires et de développer les partenariats de développement entre les pays européens et les pays d'Afrique. Il s'agit donc de sécurité, de structures illégales, de partenariats avec les pays africains, de perspectives d'avenir pour les citoyens des pays africains. Et sans cela, on n'arrivera pas à lutter contre les pratiques illégales. Cette réunion a eu une nouvelle qualité, une qualité remarquable. Nous avons pu coopérer ensemble sur des sujets très précis. Et je voudrais remercier tous les participants à ce sommet. À l'interface entre l'Europe et l'Afrique, il y a l'Italie et la Libye de chaque côté de la Méditerranée. Et donc, je voudrais remercier à la fois son Excellence M. Sarraj et le président du Conseil des ministres, M. Gentiloni. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Au mois de juin, plus de 350 000 personnes sont arrivées de Libye en Italie. 53 000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée et ces chiffres continuent de s'accumuler. Au mois d'août, on en a eu 3 600 et 23 morts seulement. Donc vous voyez qu'il y a quand même une amélioration, une diminution du nombre de personnes qui se mettent en route et du nombre de personnes qui perdent la vie au cours de ce voyage. Donc nous avons réussi à arrêter un petit peu le flux. Nous savons, quand on parle de la Libye et du processus politique de renforcement des gouvernements nationaux, ce que nous faisons d'ailleurs avec l'appui des Nations Unies, nous savons que nous devons veiller et je dois dire que nous avons travaillé avec M. Zwing, M. Grandi, que nous avons invité à Berlin. Nous avons appuyé le travail de ces deux organisations en Libye parce que nous voulons faire en sorte que la situation s'améliore. Nous allons apporter un appui matériel de manière à ce que beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions tout à fait inacceptables en Libye puissent se trouver dans une situation où ils pourront avoir un avenir acceptable. Ce qui est important aussi, et ça seul l'UNHCR en décidera, c'est comment faire pour remédier aux situations les plus critiques. La France a fait des propositions,
L'UNHCR, bien sûr, participera. On essaiera de donner un avenir à ces réfugiés, mais cela n'est possible que si on arrive à distinguer clairement entre les personnes qui sont réfugiées pour des raisons économiques et qui essayent à travers la Libye d'atteindre les côtes européennes et les réfugiés authentiques. Donc la possibilité de la relocalisation, elle est bien sûr liée aux discussions que nous continuons d'avoir avec le UNHCR. Il faut arrêter l'immigration illégale, sinon nous donnerions de mauvais signes. Ensuite, il y a la question du Niger et du Tchad. Le Niger et le Tchad sont des pays de transit. Nous avons déjà développé un partenariat avec ces pays et je suis reconnaissante au président Issoufou de toutes les avancées que nous avons pu réaliser. Là aussi, nous avons bien compris que si on veut arrêter les passeurs à Agadez, ça ne sera possible que si on fait de l'aide au développement. Et bien sûr, l'Allemagne est impliquée dans ce processus. On va travailler de notre côté sur le financement. M. Déby a lui aussi de son côté décidé d'un certain nombre de mesures. Il y a une migration très forte entre pays africains et il faut aider les pays qui sont concernés par cette migration intra-africaine parce que c'est un vrai défi pour tous ces pays. Je suis heureuse que nous ayons lancé un processus. Maintenant, le travail va continuer dans une task force et nous allons pouvoir nous retrouver encore une fois dans ce format avant le sommet Europe-Afrique pour aborder tous ces sujets. Il n'y aura pas que le sujet des migrations. Et j'en viens à mon troisième point. Le Niger et le Tchad ne sont que des pays de transit. Il faut aussi arriver, bien sûr, à travailler avec les pays d'origine de ces flux migratoires. Il faut coopérer avec eux. Là encore, il s'agit d'aide au développement et toutes ces personnes qui essayent de venir pour des raisons économiques de ces pays doivent pouvoir retourner dans leur pays d'origine. Et là, grâce à des projets d'aide au développement, on pourra les aider à se réinsérer. Nous voyons bien qu'il s'agit là d'une tâche immense parce que les pays d'origine sont très différents dans leur nature, mais nous savons que la traversée du Sahara est pour beaucoup une sorte de condamnation à mort, ou en tout cas ils arrivent en très mauvais état. J'ai rencontré des réfugiés au Niger qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu et supporté. C'est insupportable. Donc, on a une approche globale et cette approche globale montre que c'est une coopération en matière de sécurité, une coopération contre les structures illégales, un renforcement des structures juridiques et le développement de ces partenariats. On a fondé tout cela aussi dans le travail du G20. Il y a beaucoup de travail à faire, mais maintenant nous avons une structure sur la base de laquelle nous allons pouvoir construire et développer. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Tchad, Idriss Déby. Non, t'as rien appuyé. Ah d'accord, il n'y a rien appuyé. Bien, mesdames, messieurs les journalistes, bonsoir. Et je voudrais, surtout avant de rentrer dans le détail de ce que nous venons d'échanger, saluer l'initiative du président Macron, une initiative louable qui nous a permis d'échanger sur une question qui est en fait un défi. Un défi pour l'Afrique, mais c'est aussi un défi pour l'Europe. Le phénomène de migration, certes, ne date pas d'aujourd'hui. L'homme a toujours migré, en fait, disons. L'histoire de l'homme, c'est là, en fait, disons. Mais la particularité de la migration actuelle, c'est que ça nous met devant nos responsabilités, nous tous. Nous perdons des jeunes Africains, entre 20 et 30 ans, dans le désert et dans la Méditerranée. Ça se touche au plus profond de notre sensibilité en ce qui concerne la perte des bras valides de ce continent. Donc, l'Union européenne comme l'Union africaine, ou tout au moins les pays membres de l'Union européenne et les pays membres de l'Union africaine,
où l'Union africaine et l'Union européenne comme institutions sont interpellées. Donc nous sommes interpellés par la question. Il faut trouver des solutions. Il n'y a pas une solution ou panoplie de solutions qui permettent d'arrêter au jour le jour, demain, en fait, disons, le flux migratoire. Mais il faut commencer par quelque chose, par un bout. Donc les discussions que nous avons eues, c'est des discussions qui sont très riches et que chacun a apporté sa vision, la manière de voir, en fait, disons, la résolution de cette question-là. Certes, nous nous sommes tous engagés pour réduire le dégât, c'est-à-dire les morts des Africains dans le désert, les morts, en fait, disons, des Africains traversant la Méditerranée. Mais il y a un problème de fond, comme l'a dit Madame la chancelière et puis le président Macron aussi. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine, en fait, disons, de traverser le désert au prix, sachant qu'il a moins de chances de passer, et en traversant la Méditerranée, moins de chances de venir aussi en Europe. C'est la pauvreté, n'est-ce pas? C'est le chômage, c'est la mauvaise éducation. Donc tout ça, c'est des éléments à tenir compte. Cette question doit être traitée au plus haut niveau, au niveau de tous les pays africains, par l'Union africaine et par l'Union européenne. Et c'est justement, c'est cette question-là qui va être aussi, certainement au prochain sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, de novembre à Abidjan, va être un des sujets qui va être débattu entre les dirigeants africains et les dirigeants européens. C'est une question qui est extrêmement importante. Et la question de l'immigrer est liée aussi intimement à la question de l'insécurité dans le Sahel comme dans nos propres pays aussi. L'immigration, c'est aussi une forme, en fait, disons, inhumaine de traitement des hommes, en fait, disons, puisque ce sont des hommes qui prennent leur propre frère, en fait, disons, et les vendent, en fait, disons. Donc, le trafic des humains, c'est ce qu'on appelle. C'est ce que va s'appeler le président Macron des passeurs. Donc, il y a une action forte à faire pour arrêter cette hémorragie. Et nous nous engageons, bien sûr, nous nous sommes engagés à travailler, à faire en sorte de réduire, en fait, disons, le dégât. Le plan fondamental restera toujours comment régler définitivement la question de l'immigration. La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement, par un développement harmonieux de l'Afrique. Si on ne se partage pas les richesses, en fait, disons, et toute la richesse se trouve au nord et au sud, il n'y a rien, évidemment, il me paraît très difficile d'arrêter, en fait, disons, d'une manière ou d'une autre, définitivement. Donc, autour de cette question, je pense que nous avons encore à échanger sur la manière dont l'Union européenne, les pays de l'Union européenne peuvent, en fait, disons, être impliqués dans la création de l'emploi, dans le développement économique des pays du continent africain. Les immigrants arrivent aussi à grossir les rangs de terrorisme. Les rangs de terrorisme, c'est des gens fragilisés, c'est des jeunes qui sont fragilisés. Ils peuvent donc, moyennant quelque chose, recruter par les États islamiques, les Daesh, les Mijaou, les Boko Haram, que sais-je encore d'autres. Donc, nous allons grossir, en fait, disons, le rang. Et autant en Europe, ceux qui rentrent, ce n'est pas seulement des immigrés. Dans les immigrés, vous avez aussi des terroristes qui rentrent avec. Dernièrement, l'Espagne a été frappée de plein fouet, le dernier pays, après Ouagadougou, au Burkina Faso. L'Espagne vient d'être frappée aussi par le phénomène du terrorisme. Aucun de nos pays n'est exclu. Et tant que la question aussi fondamentale de la Libye, source, en fait, disons, incubateur de tout cela, n'est pas résolue, la crise de la Libye n'est pas résolue, je ne pense pas que nous pourrions arriver à trouver des solutions définitives à la question. Donc, une concertation entre l'Union européenne et l'Union africaine, un travail commun entre l'Union européenne et l'Union africaine face à cette situation-là peut donner des résultats. Mais pour le moment, nous nous sommes engagés en attendant d'aller, en fait, disons, vers des solutions globales. Nous nous sommes engagés donc
à maintenir une dynamique, en fait, disons, qui permet de réduire, en fait, disons, les dégâts dans le désert et dans la Méditerranée. Mais la question importante, c'est de qu'est-ce que nous ferons après pour arrêter définitivement cela. Il y a le développement, il faut des ressources. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni. Merci, grazie. Je crois que le message que nous pouvons tirer de la rencontre d'aujourd'hui, pour laquelle je remercie le président Emmanuel Macron ainsi que tous les participants ici présents. Le message, c'est que en rassemblant nos forces, en nous fixant une stratégie commune, nous pouvons obtenir des résultats. Et qu'est-ce que ça veut dire, obtenir des résultats? Eh bien, d'un côté, cela veut dire rendre plus contrôlable, plus gouvernable le flux des migrations et d'autre part, ça veut dire permettre le développement de l'Afrique. Et il faut que nous travaillions pour essayer d'atteindre ces deux grands objectifs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas en avant dans ce sens. Le gouvernement italien, du reste, depuis longtemps, avec l'Union européenne, nous avons mis en place le pacte migration pour l'Afrique. Nous avons commencer à mettre ensemble les actions que nous pouvons mener à court terme pour réduire les flux migratoires et d'autre part l'action que nous pouvons mener à long terme pour le développement de l'Afrique. Nous savons que la démographie et la géographie font que le phénomène de migration de l'Afrique vers l'Europe est un phénomène structurel. Et moi, je me méfie de ceux qui vous proposent des solutions qui seraient la panacée et qui pourraient, d'un trait de plume, mettre un terme à ce phénomène. Nous, l'Italie, nous ne renoncerons pas à notre tradition d'accueil, de solidarité. Nous ne renoncerons pas à sauver des vies humaines. Mais ce que nous pouvons et nous devons faire, c'est travailler ensemble pour rendre ces flux migratoires plus contrôlables, les soustraire aux passeurs et aux trafiquants d'êtres humains et réduire ainsi l'impact culturel et social que peuvent avoir ces flux migratoires dans nos pays. Et en même temps, il faut apporter une contribution à la stabilité des pays africains de transit pour rendre ces flux plus contrôlables. Et pour cela, il faut aider les pays de transit. Je dois dire qu'au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, sur la route de la Méditerranée centrale, nous avons obtenu des résultats. Et je dois dire clairement que ces résultats ne sont qu'un début, qui se renforce et que cet effort est un effort qui doit être européen. Cet effort ne peut pas être un effort d'un seul pays ou de quelques pays. Ici, nous avons 4 des principaux pays européens et la représentante de l'Union européenne. Nous confirmons cet engagement et cet effort qui est le nôtre, mais qui doit devenir un engagement de l'ensemble de l'Union européenne. Car on ne peut pas gagner seul face à ces flux de migration irrégulière. Alors cet effort, bien sûr, doit être fait en parallèle avec les efforts pour une stabilisation inclusive de la Libye et pour le développement en général de l'Afrique, mais en particulier de pays clés, les pays de transit.
Et ce n'est pas par hasard que les présidents Déby et Issoufou, présidents du Tchad et du Niger, sont parmi nous. Ce sont en effet deux pays très importants car les flux migratoires passent par ces pays vers la Libye. Et avec la collaboration de la police, nous travaillons au contrôle des frontières, mais nous travaillons surtout avec ces pays pour leur permettre un développement à l'avenir. Enfin, ce qui a été important pour l'Italie, c'est ce que nous avons annoncé à Malte au début du mois de février, de collaboration avec les autorités libyennes. Et je remercie Farej Sarraj qui représente le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale de Libye. Je confirme donc cet engagement commun sur la base de cette initiative. Je parle d'une initiative pour former des gardes-côtes en Libye. Et cet effort doit être maintenant un effort européen. Il y a ensuite les règles de conduite que nous avons mises en place avec les ONG. Je parle également de soutien apporté aux communautés locales libyennes qui ont besoin de trouver des activités économiques alternatives au trafic. Je parle également de cet effort qui doit s'accroître en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et l'OIM pour que les migrants soient accueillis en Libye dans des conditions humanitaires acceptables. Et pour cela, il faut une collaboration entre l'Union européenne, nos pays, la Libye et les Nations unies pour que les conditions d'accueil de ces personnes soient acceptables. Enfin, comme cela a déjà été dit, il faut travailler au retour volontaire et pour remplacer de plus en plus des conditions de migration légales à des conditions de migration qui sont aujourd'hui illégales et irrégulières. Je pense aux demandeurs d'asile qui se trouvent au Niger et au Tchad. Et ce que nous allons faire sur place, c'est justement essayer de remplacer le modèle irrégulier, illégal, celui des passeurs, par un modèle légal, régulier de traitement de ces demandeurs d'asile. Et cela prendra du temps, mais aujourd'hui, la stratégie dont nous nous sommes dotés est tout à fait claire dans ce sens. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais à mon tour saluer votre initiative. Il était important d'avoir convoqué la présente réunion autour de cette question majeure que constitue la question de la migration. Comme vous le savez, au mois de novembre 2015, il y a eu ce sommet entre l'Europe et l'Afrique sur la migration à La Valette. Et ce sommet a pu diagnostiquer la situation et a mis l'accent sur les causes profondes de la migration. Ces causes profondes sont l'insécurité, qui est une des conséquences, malheureusement, du terrorisme et du crime organisé qui sévissent dans certaines régions, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. La migration, c'est aussi lié à la pauvreté, cela a été dit, d'où les problèmes de développement que cela pose. La migration, c'est aussi la question du changement climatique et le défi démographique, parce qu'il y a une telle pression démographique dans certains pays que les populations sont obligées de migrer compte tenu de la rareté des ressources. Donc, je note avec satisfaction que nous avons décidé de continuer à nous attaquer à ces causes profondes des migrations. En particulier, si je dois évoquer le cas du Sahel, je me réjouis de ce que la Réunion ait décidé de soutenir les efforts que nous sommes en train de faire pour
chasser le terrorisme du Nord Mali en appuyant la force conjointe du G5 Sahel que nous avons décidé de mettre en place. J'ai noté également au cours de la réunion la préoccupation sur la Libye, la nécessité de sortir du chaos libyen, la nécessité de stabiliser la Libye et l'appui également qu'il faut apporter aux pays qui sont en but contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Parce que tout cela se tient et tout cela permettra de contribuer à mettre en place des solutions à long terme par rapport à la migration irrégulière. Je dis que le Niger est très fortement engagé dans la lutte contre la migration pour 2 raisons. Je l'ai dit à la réunion. La première raison est morale, parce que le dirigeant africain que je suis trouve insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir dans le désert. Je trouve insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir en Méditerranée. Donc je me suis engagé très fortement pour cette raison-là, pour mettre fin à ce fléau, à cette migration irrégulière. Mais aussi, le Niger est fortement engagé pour des raisons sécuritaires, parce que les passeurs qui amènent les migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Cela nous pose donc un problème de sécurité. Et voilà les 2 raisons pour lesquelles le Niger est très fortement engagé dans la lutte contre la migration clandestine. Et c'est pour cela que le Niger, un peu avant la rencontre de La Valette, a conçu un plan de lutte contre la migration clandestine qui a 2 aspects, un aspect sécuritaire et un aspect développement économique et social. L'aspect sécuritaire consiste au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Niger pour mieux contrôler les frontières du Niger, pour mieux surveiller le territoire nigérien, pour mieux apporter le soutien et la protection aux migrants. Mais il y a aussi l'aspect soutien à la justice, parce que nous sommes depuis 1 an en train de mettre en œuvre ce plan. Il y a beaucoup de mesures répressives qui ont été prises, beaucoup de passeurs qui ont été arrêtés, beaucoup de transporteurs qui ont été arrêtés et qui doivent être mis à la disposition de la justice. Donc nous avons besoin de renforcer notre appareil judiciaire. Ça, c'est côté dimension sécuritaire. Maintenant, il y a la dimension développement, parce qu'il ne faut pas faire que de la répression. Et c'est pour cela que le plan prévoit une dimension développement pour offrir des activités alternatives aux passeurs, pour les inciter à abandonner cette activité criminelle, par exemple reconversion dans le tourisme, reconversion dans l'artisanat, reconversion de l'agriculture. Donc ce plan propose cela, et je me réjouis du soutien que nous recevons de la part d'abord de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce plan, et également du soutien que nous recevons de manière bilatérale au niveau des différents pays qui sont présents d'ailleurs à la présente réunion, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Mais nous n'avons pas malheureusement la totalité de la couverture des besoins de ce programme, et c'est pour cela que là également je salue le soutien que la réunion nous apporte afin de pouvoir trouver la totalité du financement pour mettre en œuvre ce programme de lutte contre la migration clandestine dans ces 2 aspects, sécuritaire et puis aspect développement économique et social. Je note aussi l'attention particulière que nous avons portée à la question des demandeurs d'asile. Cela est extrêmement important. Je pense que les mesures qu'on a prévu de mettre en place permettront de mieux venir en aide à ces demandeurs d'asile, ce qui peut-être a été fait jusqu'ici, mais cela va être renforcé parce qu'au Niger, nous sommes en train de travailler avec le HCR et l'OIM dans ce secteur-là, et la décision qu'on vient de prendre permettra de renforcer ce que nous sommes en train de faire. Et enfin, je me réjouis aussi du fait qu'on a mis en place une task force, une équipe opérationnelle de suivi des décisions qu'on a arrêtées à la présente réunion. Et cette mesure, je pense, nous permettra concrètement de surveiller la mise en œuvre des mesures qui viennent d'être arrêtées à la présente réunion. Encore une nouvelle fois, je remercie le président Macron pour son initiative. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
je voudrais vous dire simplement 4 choses. Tout d'abord, je voudrais réitérer mes remerciements au président Macron qui a fait preuve de sa solidarité et de celle du peuple français vis-à-vis de la ville de Barcelone et de toute l'Espagne suite aux attentats gravissimes que nous avons subis. Je voudrais remercier également tous ceux qui sont présents ici à la tribune. Avec certains d'entre eux, j'ai pu parler par téléphone dès le lendemain de l'attentat, mais aujourd'hui, j'ai pu parler avec tous et chacun d'entre eux. Et je voudrais, à travers vous, remercier toutes les associations, les groupes de personnes, les citoyens de différents pays du monde qui ont exprimé leur solidarité vis-à-vis du peuple espagnol. Je crois que ce que nous avons vu se produire à Barcelone doit nous convaincre que nous sommes face à un phénomène mondial, que nous devons lutter contre ce phénomène ensemble partout dans le monde. Il y a eu 16 victimes, il y a une centaine de blessés et il y avait 20% d'Espagnols et 38 nationalités représentées parmi les personnes touchées par cet attentat. En second lieu, je voudrais dire que je suis très content que cette réunion ait eu lieu aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une étude sociologique qui, sans doute, est discutable comme toutes les études sociologiques, mais dans cette étude, il était dit que la plus grande préoccupation des citoyens européens, c'était le terrorisme. La deuxième préoccupation, ce sont les problèmes dont nous parlons ici aujourd'hui. Et ensuite, la croissance économique, l'emploi et d'autres questions qui préoccupent aussi nos concitoyens. Et donc le fait qu'aujourd'hui nous parlions d'immigration économique et le fait que nous parlions ensuite aussi de terrorisme, cela me paraît tout à fait satisfaisant parce que cela montre que nous traitons des questions qui préoccupent le plus nos concitoyens. La troisième remarque que je voulais faire, qui est liée à ce qui vient d'être dit par ceux qui m'ont précédé. Je serai très bref parce que je ne veux pas répéter ce que vous venez d'entendre de la bouche de mes collègues. Je voudrais dire que la question de l'immigration irrégulière est une question très importante qui a des conséquences négatives pour le monde entier, tant pour les pays d'origine que pour les pays de transit, que pour les pays de destination. Car elles empêchent le développement parce que ce sont les jeunes qui devraient développer leur pays, qui quittent leur pays parce que ce sont eux qui peuvent le faire. En même temps, ces flux migratoires renforcent les trafics de personnes, la traite des êtres humains, la criminalité organisée qui est souvent liée d'ailleurs au terrorisme. Ces flux migratoires font qu'il y a de nombreuses personnes qui perdent la vie. Les chiffres nous ont été rappelés par Madame la chancelière Merkel. Et donc, au final, personne n'y gagne. C'est pourquoi il était si important que nous en parlions. Comme l'a dit le président Gentiloni il y a un instant, cette question est très difficile, qui ne sera pas résolue d'un coup de baguette magique. Il faudra du temps, mais ce qu'il faut, c'est commencer à avancer dans la bonne direction. Et les objectifs sont très clairs. Tout d'abord, il faut éviter que des personnes ne perdent la vie en essayant de venir en Europe. Deuxièmement, il faut éliminer les mafias qui font de la traite d'êtres humains, les mafias de passeurs qui ont des liens avec les terroristes. Troisièmement, il faut appuyer le développement. Et nous, Européens, nous avons commencé à le faire, mais nous avons encore beaucoup à faire pour aider au développement des pays africains. Et puis, il faut aussi travailler pour le contrôle des frontières et pour le développement des capacités des gardes-côtes. Alors, il y a déjà eu des précédents, des coopérations bilatérales qui ont fonctionné. Comme le disait le Premier ministre italien, ce qui a été
fait récemment a bien fonctionné et il faut remercier les présidents du Niger, du Tchad et de la Libye parce qu'ils sont en train de mener un combat qui est très complexe, qui est très difficile, mais si nous sommes capables de mener ce combat ensemble, nous le remporterons. Donc nous allons créer cette task force pour donner un suivi aux décisions que nous avons prises et avant le sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu en Afrique, nous tiendrons une autre réunion dans le même format que celui d'aujourd'hui à Madrid pour voir quel est le suivi qui a été donné à nos décisions. Quatrièmement, je voudrais faire quelques remarques en lien avec le sujet que j'abordais au début de mon intervention, la lutte contre le terrorisme. C'est un sujet capital, car la question de l'immigration irrégulière et le terrorisme sont les deux grandes préoccupations des citoyens européens. Et là, je voudrais souligner 5 idées, les 5 orientations que nous devons donner à nos politiques. Tout d'abord, il faut renforcer la collaboration entre les forces de sécurité de tous les États. Deuxièmement, la coopération internationale. Pour l'Espagne, elle a été très utile. La coopération que nous avons eue avec nos voisins, essentiellement avec la France et le Maroc, a été essentielle pour avancer dans la lutte contre le terrorisme. Très prochainement, nous allons réunir en Espagne le G6, les ministres de l'Intérieur des 4 pays ici représentés, plus le Royaume-Uni et la Pologne. Et nous allons faire ce dont nous avions parlé avec le président Macron, une réunion des chefs des services de renseignement des pays européens qui se trouvent dans une situation similaire à la nôtre. Ensuite, il y a la lutte contre la radicalisation. Nous nous sommes beaucoup préoccupés de ce qui se passe sur Internet et il faut lutter contre la radicalisation sur Internet, certes. Mais dans le cas de Barcelone, où nous avons arrêté ou abattu 10 terroristes, Internet n'a joué quasiment aucun rôle. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter sur Internet, mais aussi il faut lutter contre la radicalisation ailleurs en tirant les leçons de ce qui s'est passé au cours des dernières années. En quatrième lieu, il faut lutter contre les sources de financement du terrorisme. Et enfin, il faut reconnaître le rôle fondamental des victimes du terrorisme. Nous avons proposé à l'Union européenne la Charte européenne des droits des victimes. Nous allons essayer de convaincre nos partenaires européens afin qu'ils appuient la création de cette charte. L'élaboration d'un statut international des victimes du terrorisme serait un message d'engagement vis-à-vis des principes de la mémoire, de la dignité et de la justice. Malheureusement, en Espagne, nous avons une longue expérience en la matière puisque nous avons été frappés durement et pendant de nombreuses années par le terrorisme. Et donc, les institutions de l'État espagnol et la société civile ainsi que les victimes du terrorisme ont une expérience qui pourrait être très utile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariano. Je vais maintenant donner la parole au Premier ministre de la République arabe libyenne, Fayez El-Sarraj. Je voudrais remercier Monsieur le Président Macron pour l'invitation à cette réunion. Je voudrais également saluer tous les présents ici. La réunion d'ici a abordé certains sujets qui sont importants pour la stabilisation de la Libye. Et bien sûr, le sujet principal était l'immigration illégale. Tout le monde était d'accord que la Libye est une victime de ce phénomène. Elle n'est pas un pays d'origine des migrants. Et nous souffrons économiquement, politiquement, sécuritairement de ce fléau. Nous avons parlé de la nécessité d'aider les gardes-côtes et les gardes-frontières libyens. Il faut mieux armer ces gardes-côtes pour faire face à ces bandes de criminels et les passeurs qui sont mieux, malheureusement, équipés que nos forces. Nous avons également parlé de la nécessité de surveiller nos frontières sud. Et j'espère que ce soutien que nous attendons depuis longtemps viendra. Nous avons affirmé
notre volonté en tant que Libyens à lutter contre ce fléau, à ce que ces migrants soient rapatriés chez eux et à ce que les centres d'accueil que nous avons créés soient mieux équipés pour mieux accueillir ces réfugiés et pour rapatrier ces migrants dans les meilleures conditions. Nous avons exprimé notre reconnaissance envers l'Italie dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la formation et l'équipement des gardes-côtes libyens qui ont déjà participé au sauvetage de beaucoup de migrants. Réussir à résoudre ce problème participera à la résolution du chaos libyen et la stabilisation de la Libye. La Libye, grâce à cet appui, pourra redevenir forte et lutter contre l'immigration illégale et les réseaux de migrants, de passeurs. Nous espérons que ce fléau et ces grands nombres de migrants illégaux ne deviendront pas une bombe à retardement qui nous explosera tous entre les mains. Nous espérons également que le développement économique suivra. Merci beaucoup. Enfin, pour conclure, Madame la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Emmanuel, aussi pour l'invitation. Tu m'as dit, en entrant ici, c'est naturel. C'est vrai, c'est naturel, parce qu'on travaille ensemble sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas toujours naturel. Alors, je voudrais te remercier publiquement pour cette invitation, ce format qui est inédit et qui représente, je pense, un investissement dans notre force commune, c'est-à-dire l'agir ensemble comme Européens. Je notais que l'anglais n'est pas une langue officielle de cette rencontre, alors je vais utiliser l'italien. C'est une bonne opportunité pour moi. Cette rencontre est extrêmement importante car elle confirme et elle renforce le travail lancé par l'Union européenne au cours des dernières années et qui donne déjà des premiers résultats, c'est-à-dire une gestion commune, respectueuse des droits de l'homme, durable, d'un phénomène extrêmement complexe qui exige un fort partenariat, un partage des responsabilités au sein de l'Union européenne, qui exige un engagement et un effort de tous les Européens, mais surtout un fort partenariat avec nos amis africains et avec les autres organisations internationales comme les Nations Unies, le HCR ou l'OIM. Vous verrez dans la déclaration que nous avons adoptée aujourd'hui que chaque paragraphe parle des missions lancées par l'Union européenne. Et il y a un engagement ici de renforcer tous ces efforts grâce à la task force qui vient d'être créée. Je souligne quelques points et je vais vous donner des chiffres de ce qui a été fait et de ce qui sera fait au niveau de l'Union européenne. D'abord, l'aide économique. Nos amis en Afrique nous disent depuis longtemps que le problème, c'est la pauvreté. L'Union européenne et ses États membres ensemble investissent 20 milliards d'euros par an en Afrique. Alors, dans divers secteurs d'activité, qu'il s'agisse de coopération au développement, investissement humanitaire, investissement pour la paix et la sécurité. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau plan Marshall. Nous avons déjà un plan européen qui est en place, qui est en action et qui peut être utilisé par tous les Européens et par tous les Africains de façon plus efficace. Au cours des prochains jours, il y aura un plan pour les investissements privés appuyés par l'Union européenne qui pourra mobiliser jusqu'à 44 milliards d'investissements privés en Afrique en faveur du développement économique. Il y a 2 milliards qui ont déjà été approuvés et qui sont en cours de réalisation dans le cadre du fonds fiduciaire créé au sommet de La Valette et 1 milliard est destiné aux pays du Sahel.
100 millions de l'Union européenne pour financer les centres de l'Organisation internationale des migrations au Tchad, au Niger et en Libye, et nous en voyons les premiers résultats. Je prends l'exemple du Niger. En mai 2016, 72 000 migrants irréguliers sont passés par Agadez. Cette année, 7 000. Et donc, quand il y a un investissement, quand il y a un vrai leadership de la part des autorités locales, et j'en remercie le président Issoufou, il y a des résultats. Plus de 10 000 migrants ont été aidés par l'Union européenne à travers l'OIM et 6 000 sont retournés chez eux. Beaucoup d'entre eux sont retournés en Libye, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Notre partenariat avec l'Afrique couvre donc toutes sortes de domaines et le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui aura lieu au mois de novembre ouvrira un nouveau chapitre de partenariat dans d'autres domaines. Sur la Libye, 182 millions de l'Union européenne pour des projets liés aux flux migratoires, 90 millions pour financer les activités de l'OIM et de l'UNHCR à l'intérieur de la Libye. Et nous en avons parlé avec le ministre El Sarraj, qui doit faciliter le plus possible l'accès de l'OIM et du HCR à ces centres de rétention. 100 millions pour la protection des frontières sud de la Libye, que nous développerons avec le ministère de l'Intérieur italien. Et puis, il y a un appui au processus politique et à la médiation de l'Union européenne, en particulier le nouvel envoyé des Nations Unies, Salomé. Et puis, il y a la gestion des frontières. Et là, c'est un aspect lié à la sécurité. Je cite 3 cas spécifiques. Opération Sophia, 1000 militaires sous drapeau de l'Union européenne avec des dizaines de milliers de personnes sauvées, 107 passeurs arrêtés, des dizaines de navires arrêtés. Formation de plusieurs dizaines de gardes-côtes. Nous avons commencé le suivi du travail des gardes-côtes libyens que nous avons formés. Deuxièmement, des missions civiles et militaires de l'Union européenne au Sahel. Nous avons une présence au Mali et au Niger. Nous proposerons un renforcement de la présence de l'Union européenne au Sahel pour appuyer les forces de sécurité de ces pays. Et j'étais heureuse aujourd'hui d'annoncer que pendant ce week-end, nous avons signé le contrat pour appuyer avec 50 millions d'euros la force multinationale conjointe du Sahel, le G5 Sahel, pour lutter contre les trafics et le terrorisme. Et j'espère que ce plan sera suivi par beaucoup d'autres pays. Troisièmement, on a beaucoup discuté, surtout en Italie au cours des derniers jours, de l'effort de l'Union européenne pour accompagner une gestion coordonnée et conjointe de la frontière sud de la Libye. Nous en avions parlé à Bruxelles l'année dernière et nous sommes prêts à y donner un suivi. Donc le travail conjoint a déjà commencé, il a commencé à porter ses fruits, mais il faut que ce travail se renforce et je crois que la réunion d'aujourd'hui lui aura donné un élan important. Il y a une prise de responsabilité de tous ceux qui sont présents, mais il ne faut pas oublier que face à ce défi, c'est ensemble, en tant qu'Union européenne et avec nos partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, que nous pourrons trouver une réponse efficace, mobiliser les ressources sans nous bercer de l'illusion, de l'isolationnisme qui ne nous mènerait nulle part. Cette présentation détaillée qui montre combien le sujet est complexe, impose un travail collectif sur énormément de leviers, de la sécurité au développement, et je crois que cela a permis d'illustrer. Nous allons maintenant prendre 3 questions. Monsieur. Merci, Excellence. Mahamadou Seydou de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger. J'interviens au nom de mes confrères d'Afrique. Excellence,
le contrôle et la gestion des flux migratoires nécessitera certainement beaucoup de ressources financières, vous serez d'accord avec moi. Or, des pays comme le Tchad, le Niger et la Libye font actuellement face à beaucoup de défis tels que le terrorisme. Vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure dans votre exposé. Du coup, donc, leur budget subissent d'énormes pressions. Alors, Excellence, au-delà des intentions, concrètement et de manière souple, là ma question s'adresse aux chefs d'État ou de gouvernement européens. Donc, concrètement et de manière souple, aussi rapide, quel mécanisme entendez-vous mettre en œuvre pour de faire ce nœud gordien? Est-ce que vous pouvez déjà annoncer des chiffres quant au montant qui sera engagé? Merci, Excellence. Je me risque à commencer une réponse et les camarades me compléteront. Je me méfie beaucoup des montants qu'on égrène dans ces types de réunions. On recompte 10 fois les mêmes choses et on s'engage à des choses qui n'arrivent pas sur le terrain. Je crois à l'action efficace et pragmatique. Les mesures de sécurisation des frontières seront financées de manière concrète à travers plusieurs initiatives. La première, la force G5 Sahel. Elle fait l'objet d'un financement bilatéral, multilatéral et d'un financement de l'Union européenne. Federica Mogherini a confirmé la signature ces derniers jours des financements qui a été attendu pour la force G5 Sahel, qui sera opérationnelle dans les prochaines semaines, après le sommet que nous avions tenu à Bamako et qui permettra d'avancer, qui a pour but justement de sécuriser les frontières au sein du G5, dont la frontière entre les deux pays qui directement impacte des routes de migration. Donc ça, c'est un financement que plusieurs d'entre nous finançons sur le plan bilatéral, dans lequel nous sommes impliqués sur le plan opérationnel et qui fait l'objet d'un financement européen de plusieurs millions d'euros pour cette partie-là. Deuxième chose, les besoins de ce plan vont faire l'objet d'une analyse opérationnelle qui sera financée par la coopération que les pays européens présents autour de cette table auront, mais qui est une coopération soit financière, soit en termes d'équipement très concrets, ou une coopération policière ou de justice, pour pouvoir démanteler les réseaux de trafiquants, comme d'ailleurs nous le faisons dans le cadre du plan qui a été commencé depuis juin 2016 par le Niger. Troisième point, plus largement, ce plan, évidemment, relève de notre politique de coopération sur le plan de la sécurité et du développement, qui sont nos deux piliers, que chacune et chacun d'entre nous décline sur le plan bilatéral et qui fait l'objet des financements que la représentante a rappelés tout à l'heure, 2 milliards d'euros sur les 2 années en l'espèce pour la région. Voulez-vous me compléter ? Oui, je pense que la question a été posée aux dirigeants européens, mais je confirme, en tout cas en ce qui concerne le Niger, puisque tout à l'heure j'ai fait allusion au plan que nous avons conçu pour lutter contre la migration clandestine, qui a 2 aspects, l'aspect sécuritaire et l'aspect développement économique et social. Par rapport à l'aspect développement économique et social, nous avons un soutien de l'Union européenne qui est actuellement en cours dans le domaine des filières agricoles, dans le domaine de la formation et de l'insertion des jeunes, dans le domaine de la création de projets et d'activités alternatives pour que les passeurs arrêtent leur activité criminelle. Nous avons également le soutien au niveau de l'aspect sécuritaire. Récemment, on a reçu de la part de l'Allemagne des équipements qui permettront de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité du Niger. Mais comme je l'ai dit, cela n'est pas suffisant, bien sûr, puisque les besoins que nous avons prévus dans le cadre de ce programme ne sont pas tout à fait couverts. Et j'ai dit tout à l'heure que je me réjouis de ce que la réunion se soit engagée à accroître les efforts afin de couvrir ces besoins-là pour rendre plus efficace l'action que nous sommes en train de mener contre la migration clandestine. Déjà, beaucoup de résultats ont été obtenus au Niger depuis 1 an que nous sommes engagés dans cette lutte. Madame Mogherini a fait allusion à cela tout à l'heure. Et je pense que si on arrive à avoir toutes les ressources prévues par notre programme, nous aurons encore davantage de résultats et nous pourrons davantage protéger les Africains qui sont appelés à migrer. Et c'est pour cela aussi que
l'idée d'étendre ce dialogue-là, ces discussions aux pays d'origine des migrants est une idée extrêmement importante et ça sera l'occasion pour nous, au mois de novembre, à Abidjan, à l'occasion du sommet Europe-Afrique, de revenir sur la question. Tu veux dire un mot, Piambella? Très brièvement. Je n'ai pas en tête les chiffres précis, mais en fait, on fait trois choses. Tout d'abord, on essaye de mettre à niveau les forces de sécurité. On nous dit exactement au Niger, par exemple, quels véhicules sont nécessaires, quels moyens sont nécessaires, et on apporte ce qu'il faut. Ensuite, il y a l'aide au développement à Agadez. Ça, c'est en cours. Ça nous paraît très important. Et puis, troisièmement, nos ministères de la Défense travaillent ensemble pour arriver à aider à la formation et à renforcer l'engagement. Si vous me donnez votre carte, je pourrai ensuite vous donner les chiffres précis. Je ne les ai malheureusement pas en tête pour le moment. Soit que, par rapport en fait, disons, à cette question, les décisions que nous avions prises en termes, en fait, disons, de mettre les efforts en commun, c'est-à-dire qu'entre l'Union européenne, l'Union africaine, ou entre certains pays de l'Union européenne qui sont ici et les pays de passage, le Niger, le Tchad, la Libye. Je pense que la solution, il y a une solution à court terme et des solutions à long terme. La solution à court terme, c'est de faire comment arrêter, en fait, disons, l'hémorragie actuelle. Donc, nous sommes tous engagés à faire en sorte que réduire au maximum l'immigration des jeunes africains, en fait, disons, qui sont souvent victimes, bien sûr, non seulement par leur idée d'aller chercher un Eldorado, mais victimes aussi par la manipulation des terroristes, en fait, disons, qui rejoignent la question de la sécurité dans la sous-région. Le deuxième point important, ce qui peut être fait tout de suite, c'est un engagement que nous avions pris. Et nous avons donc un certain nombre de points de faiblesse. Je prends le cas du Tchad. Il y a 10 points de passage sur une superficie, sur une longueur, avec la frontière avec la Libye, de 1200 km. Il y a 10 points de passage, en fait, disons, des immigrés. Donc, le Tchad n'a pas la possibilité, par exemple, d'être un peu partout dans tous ces points. Et le Tchad, comme le Niger, je pense que nous avons des demandes urgentes, en fait, disons, pour faire face à la situation actuelle, que nous avions remis donc à nos partenaires qui sont ici, et nous estimons que cela doit être fait le plus rapidement possible pour permettre au Tchad aussi de jouer son rôle. N'oubliez pas aussi que nous hébergeons aujourd'hui plus de 700 000 réfugiés, soit du Darfour, de la RCA, du Cameroun, du Nigeria, du Niger, qui sont au Tchad et qui peut-être peuvent être utilisés par les passeurs. En fait, disons, des camps de réfugiés en direction de l'Europe aussi. Donc, il y a un soutien judiciaire, une formation judiciaire, une formation de la police, en fait, disons, de sécurité, qui est aussi un élément essentiel pour nous. Ça, c'est à court terme. À long terme, ça va être discuté au niveau de l'Union africaine, entre l'Union africaine et l'Union européenne. La question importante, c'est arriver à résoudre la question par la racine. Donc, le développement, la création des emplois et le développement du continent qui dit César, qui dit création d'emplois et de richesses. Ça, c'est la solution globale. C'est vers là, je pense que nous devrions donc aller dans nos, comment on appelle, réflexions futures entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a évidemment des ressources qui sont annoncées. Peut-être pour ce qui concerne le G5, avec l'enveloppe de 50 millions d'euros qui viennent d'être annoncés, nous pourrons rendre notre force opérationnelle vers octobre. Donc cela est possible pour le moment. Si évidemment les fonds sont débloqués avant, pour permettre donc à la force de le faire. D'accord. Donc c'est une assurance, c'est une très bonne chose. Donc voilà un peu donc que la question va revenir encore en novembre
au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, qui vont certainement, nous échangerons pour trouver des solutions beaucoup plus, je dirais, de longue durée. Les enveloppes qu'on annonce, comme disait tantôt le président Emmanuel, on est habitué certainement à des annonces. Nous, on est habitué à des annonces de nos partenaires de développement, de partenaires financiers, partenaires techniques depuis des années. Il n'est pas nécessaire qu'aujourd'hui, ici, nos amis nous fassent des annonces comme on a l'habitude d'entendre. Nous voulons des choses concrètes. Nous leur donnons ce que nous voulons à court terme et ce que nous voulons à long terme de nos partenaires. Donc, c'est à eux maintenant de voir et puis de faire d'une manière bilatérale ou dans le cadre de l'Union européenne, faire l'appui qu'ils peuvent nous apporter pour nous permettre de jouer notre rôle. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je propose que nous passions à la deuxième question. Bonsoir, Monsieur le Président. Liliana Faccioli, Sky Italia. Avete ripetuto in molti questa sera che non esiste. Vous avez répété à plusieurs reprises ce soir qu'il n'y a pas de baguette magique pour résoudre cette question, mais qu'il y a plusieurs ingrédients. Alors, je voudrais dire quelques mots de la déclaration finale que nous n'avons pas encore reçue. Est-ce que vous me confirmez qu'il va y avoir des hotspots avancés qui vont être ouverts? Et dans ce cas, comment seront-ils gérés et quel est le calendrier? Est-ce que c'est une idée européenne pour affronter à long terme ce dossier? Et est-ce que l'idée de Mme Merkel de revoir le système de Dublin est partagée par vous, que le système de Dublin n'est plus durable? Est-ce que vous avez parlé d'une solution à court terme, à moyen terme et à long terme? Mais à très court terme, l'opinion publique est de plus en plus préoccupée. Et puis il y a les élections qui auront lieu dans plusieurs des pays qui sont représentés à cette table. Alors, quelles sont les mesures immédiates que vous allez prendre, ne serait-ce que symboliques? Voilà, eh bien écoutez, là c'est une présence linguistique, disons. Il est clair que ce terme hotspot est un terme qui vient d'un débat interne à l'Union européenne. Mais nous, dans le contenu du document, nous avons discuté de deux objectifs. D'une part, de faire une opération conjointe avec l'OIM et le HCR, de transférer sur des listes limitées les migrants qui ont obtenu le droit d'asile en dans d'autres pays africains et en provenance de la Libye. Donc ça, ce sera circonscrit, ça ne va pas résoudre l'ensemble du problème, mais ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va passer d'un système complètement irrégulier qui est entre les mains des trafiquants à un système qui sera basé sur des règles claires. Deuxièmement, moi je ne les appellerai pas des hotspots, mais il est important effectivement de dire que dans la collaboration avec le HCR des Nations Unies et l'OIM, et surtout avec l'OIM, parce que nous savons que les migrants qui traversent la Libye sont essentiellement des migrants économiques, dans leur très grande majorité, et donc nous allons gérer avec l'OIM et en accord avec les autorités libyennes, nous gérerons la situation de ces migrants économiques qui se trouvent en Libye et nous le ferons dans des bonnes conditions humanitaires. Donc moi je n'utiliserai pas ce terme de hotspot qui est un mot, un terme purement de l'Union européenne. En fait, nous ferons des opérations en collaboration avec les pays africains ici représentés. Nous travaillerons avec le HCR des Nations Unies et l'OIM pour améliorer les conditions d'accueil des migrants en Libye en collaboration avec les autorités libyennes. Et puis, il y a une arme secrète.
Y aurait-il une arme secrète? Y aurait-il une baguette magique? Mais moi, ça fait des années que je dis que c'est un problème très complexe, un problème structurel, compliqué. Et donc, nous devons travailler sur tous les fronts, sur le front du développement, le front de l'appui au contrôle des frontières, qu'il s'agisse de la frontière maritime ou de la frontière du Sud, l'appui aux pays de transit, le Tchad et le Niger qui sont ici présents, mais également les autres, et puis l'appui à des activités de développement de long terme pour l'Afrique. Alors, cette question de se dire est-ce qu'on a une arme secrète? Non, en fait, c'est l'ensemble de toutes ces mesures qui commencent à donner des résultats. Et donc, moi, je pense que l'Union européenne, qui certes a pris du retard pour réagir face à la question migratoire, mais qui aujourd'hui a obtenu des succès, certes, qui sont encore fragiles, mais où on a obtenu des résultats, y compris sur le couloir central méditerranéen qui semblait être le plus difficile. Et donc, il y a des mesures pour lesquelles nous pouvons investir. Il n'y a pas de solution magique, de panacée, mais il y a toutes ces mesures que nous pouvons prendre. Et il faut dire que par rapport à il y a un an, nous avons fait déjà énormément de progrès. Merci, Président. Non, je voudrais confirmer les propos du président du Conseil italien par rapport à la question qui a été posée. C'est vrai, au niveau des migrants, nous avons des migrants économiques, nous avons aussi des demandeurs d'asile. Alors il faut dire que le Niger, qui est par exemple un pays de transit, si on prend les statistiques dont nous disposons, on constate que l'écrasante majorité des migrants sont des migrants économiques, qui alimentent donc la migration clandestine. Et ce qu'on a convenu au niveau de la Réunion, c'est comment apporter une meilleure protection aux demandeurs d'asile. Parce que nous le faisons déjà. Nous faisons déjà le travail avec le HCR, nous le faisons avec l'Organisation internationale pour la migration, pour séparer les demandeurs d'asile des migrants économiques clandestins. Alors comment faire pour mieux améliorer la protection des demandeurs d'asile? Et c'est cela la réponse qu'on a cherché à trouver à l'occasion de la présente réunion pour rendre plus efficace ce que nous faisons déjà. Merci. Ich möchte noch mal betonen, das, was Paolo eben schon gesagt hat, das souligner un point sur lequel Paolo est déjà revenu. Je pense que le hotspot, ce n'est peut-être pas le bon terme pour désigner des centres de relocalisation où on essaye de voir comment on peut régler des problèmes qui sont déjà pris en compte, par exemple, par l'accord Turquie-Union Europe, etc. On a des individus qui sont reconnus comme réfugiés et l'UNHCR permet d'augmenter un petit peu le nombre de ces réfugiés et d'étendre cela aux pays africains. Donc, je crois que c'est de cela que nous devons parler. Le système de Dublin doit également être révisé. Il n'offre pas de solution satisfaisante parce que les pays qui sont des pays d'arrivée se voient défavorisés et comme il n'y a pas de solidarité réelle en Europe et comme les solutions ne sont pas vraiment praticables, nous devons vraiment travailler pour essayer de renouveler ce système de Dublin et trouver une autre solution. Rebonjour. Je voudrais faire deux remarques très brèves. Tout d'abord, lorsque nous parlons d'immigration irrégulière et d'immigration pour des raisons économiques, nous parlons d'un problème de développement. Mais ce n'est pas la première fois que cela se produit dans l'histoire de l'humanité. Moi, je suis espagnol, Paolo est italien, et l'immigration en Amérique latine est un fait que
nous connaissons tous. Donc, l'objectif principal, comme cela a été dit, c'est d'améliorer le niveau de développement en Afrique pour que ces gens ne soient pas obligés de quitter leur pays. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile et ça ne se fait pas en un quart d'heure. Mais il faut commencer à faire les premiers pas dans ce sens. Il y a déjà beaucoup de pays européens qui sont présents en Afrique. L'Espagne est présente. Elle aide à former des corps de sécurité. Et nous sommes présents aussi en Afrique pour lutter contre le terrorisme, comme c'est le cas d'ailleurs de d'autres pays européens. Mais il y a trois différences substantielles par rapport à la situation qui existait par le passé. D'abord, pour la première fois, l'Union européenne va intervenir de façon sérieuse et à fond dans ce domaine. Parce que c'est un des sujets qui intéresse le plus et qui préoccupe le plus les citoyens européens. Il est donc normal que l'Union européenne s'y intéresse. Deuxièmement, nous allons créer cette task force pour donner un suivi à toutes les décisions que nous prendrons. Et c'est très important parce que cela nous oblige tous. Et puis, en troisième lieu, nous allons avoir à Madrid une autre réunion et puis nous continuerons à nous réunir de façon périodique pour voir si nos décisions sont efficaces. Mais comme le disait le Premier ministre italien à l'instant, il y a des choses qui se sont améliorées déjà. La route de la Méditerranée centrale s'est améliorée, mais dans la Méditerranée occidentale aussi, si on compare la situation d'aujourd'hui à celle d'il y a quelques années, nous verrons ce qui se passe à l'avenir. Mais l'histoire nous montre que si on s'engage, si on prend des décisions, si on leur donne un suivi, on peut obtenir des résultats. Même si le grand objectif fondamental, c'est le développement de l'Afrique. Mais ça ne pourra pas se faire en un mois. Cela prend du temps, mais au moins, nous pouvons avancer dans le bon sens. Président Déby. Merci, Monsieur le Président. La question qui est posée, c'est une question qui est très sensible et importante pour nous, et pour nos opinions aussi. Il ne s'agit pas pour nous, en fait, disons, d'ouvrir des bureaux où on va faire, comment on appelle, appel aux candidats à l'immigration vers l'Europe, mais simplement voir déjà à l'intérieur de nos pays ce qu'il y a comme des personnes qui sont peut-être dans une certaine fragilité reconnue par le HCR et l'OIM et qui peuvent avoir, en fait, disons, droit à la, comment on appelle, à l'asile. Ça, on peut le faire. Mais il n'y aura pas de postes ouverts où on fera appel à tous les immigrés du continent dans nos frontières. Ça n'existera pas. Donc, il faut que ça soit bien clair dans l'idée. C'est vrai qu'il y a un problème, le problème de développement, et c'est ça qui doit être, en fait, disons, la recherche des solutions. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le développement du continent africain. C'est ça, c'est sur ça que l'Union africaine et l'Union européenne doivent trouver des solutions. Merci. Fayez, tu veux ajouter? Nous parlons de beaucoup de chemins, beaucoup de mécanismes, beaucoup de calendriers. Quand on parle par exemple de l'appui aux gardes-côtes pour sauver des migrants, cela demande une réponse et une action immédiate. Nous ne pouvons pas attendre des mois ou même des semaines. Quand on parle de l'appui humanitaire au centre d'accueil, cela est urgent. Ça doit se faire immédiatement, maintenant, en Libye, car il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans ces centres d'accueil. Ils ont besoin d'aide sanitaire, humanitaire, alimentaire. Quand on parle de création de réseaux, de systèmes informatiques pour surveiller nos frontières sud, surveiller le Sahara, cela demande un peu plus de temps. C'est un objectif à moyen terme. Quand on parle d'aide au développement économique des pays d'origine des migrants, cela se fait sur le long terme, mais on doit commencer dès maintenant. Donc, il y a plusieurs processus, plusieurs calendriers. Il faut créer des priorités
et savoir par où commencer. Merci. Je crois que la réponse est claire et complète. Vous aurez à la fois le texte de la déclaration conjointe et une annexe qui s'appelle « Mission de protection en vue de la réinstallation de réfugiés en Europe », qui répond exactement à votre question en détail dans des termes agréés. Comme l'a très bien dit Paolo Gentiloni, le terme de « hotspot » peut parfois prêter à confusion. Et donc, il est parfaitement ici détaillé, à la fois les modalités, c'était les principes pour le débat français que j'avais annoncé dans mon discours d'Orléans, et avec justement des modalités agréées de tous, en particulier des deux présidents concernés, c'est-à-dire des procédures du HCR, une liste fermée du HCR, mais c'est bien une protection pour certains individus qui sont déjà présents, mais qui évitent de leur faire courir des risques vers la Libye, puis à travers la Méditerranée. Pour votre second point, je tiens pour ma part à dire que je soutiens totalement la volonté de réformer en profondeur le règlement de Dublin et plus largement les procédures européennes en la matière, et que je souhaite que nous puissions accélérer sur ce sujet. Je me suis d'ailleurs exprimé la semaine dernière lorsque j'étais en Europe centrale et orientale très clairement sur ce sujet pour soutenir l'initiative allemande sur cette matière. Je propose que nous prenions la dernière question. Alors vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, mais c'était pour revenir non pas sur les hotspots, mais peut-être sur cette question de manière plus globale. Est-ce qu'il est bien réaliste de vouloir faire un distinguo ou une séparation entre les personnes qui migrent pour des raisons économiques et celles qui migrent ou en tout cas qui fuient pour des raisons politiques, sachant que sur cette partie du globe, pour toutes ces personnes qui remontent en direction de la Méditerranée, sont essentiellement des personnes qui fuient qui fuient la misère, en tout cas qui fuient pour des raisons économiques. Est-ce que cela a un sens de vouloir faire le distinguo, sachant qu'il y a très peu de gens qui migrent pour des raisons politiques? Et est-ce que finalement, on ne va pas pousser des gens à peut-être prendre des routes encore plus dangereuses pour éviter d'éventuels barrages? Alors, je dirais un mot sur ce point, parce que je pense qu'il... Ben Simon, du journal Le Monde, pardon. Sur ce point, ce distinguo, néanmoins, in fine, est opérant. C'est pour ça qu'il nous paraît pertinent, puisque ces migrants, lorsqu'ils arrivent en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en France, nous leur donnerons des titres de séjour selon ces critères. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut prendre la totalité des migrants qui arrivent dans son pays. Et donc, in fine, c'est bien au regard de ces critères que nous allons donner des titres de séjour. Et donc, il est pertinent de garder ces critères lorsqu'on va justement au plus près du terrain, en évitant de prendre certains risques à celles et ceux qui peuvent bénéficier de ces titres. Je pense que d'autre part, c'est opérant, puisqu'aujourd'hui, les trafiquants utilisent cette promesse d'acceptation finale pour faire prendre des risques et payer. Et donc, envoyer le message qu'il y a en effet deux sujets de statut et que quelqu'un qui vient d'un pays qui ne fait l'objet d'aucune couverture sur le plan du droit d'asile dans nos pays a très peu de chances d'avoir des titres s'il ne fait pas l'objet du regroupement familial de procédures que nous connaissons parfaitement. C'est aussi de la pédagogie, c'est une façon de casser les routes des migrants. Parce qu'il est faux de penser que les centaines de milliers aujourd'hui de migrants qui viennent de l'Afrique occidentale, la côte africaine, et qui passent à travers le Niger, ou de celles et ceux qui ne relevant pas du droit d'asile et qui passent par la Corne de l'Afrique en remontant par le Tchad, auront à la fin un titre en Europe. Et donc je pense que, 1, c'est un critère opérant parce que c'est celui que nous prenons chez nous. 2, c'est un critère opérant parce qu'il permet de faire de la pédagogie. Enfin, 3, vous avez raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur la route du Niger, il y a une très large proportion de ces migrants sont des migrants économiques et ne sont pas des demandeurs d'asile in fine. Ils passeront malgré tout par cette procédure pour se protéger un temps. C'est un peu moins vrai pour la route du Soudan et du Tchad, où, compte tenu de la situation politique et militaire dans la Corne de l'Afrique, vous avez des demandeurs d'asile. Donc là-dessus, il faut peut-être distinguer les différentes voies. Et c'est pourquoi nous avons, les uns et les autres, insisté sur l'impérieuse nécessité d'avoir une politique très volontariste en matière de développement, de réinstallation. Et vous verrez, c'est le point 2.3-5 de la déclaration conjointe, d'avoir une politique d'aide à la réinstallation de ces migrants. Mais je crois que c'est un critère qui est, même s'il n'est pas parfait, vous avez raison, qui est le plus opérant, compte tenu, in fine, d'ailleurs, de ce que nous ferons dans nos pays. Oui, en plus, pour compléter la réponse donnée par le président, je dois dire que, en fait, c'est ce qu'on fait déjà. On fait déjà, en tout cas au niveau du Niger, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'OIM, avec le HCR, on essaie de faire la discrimination entre les migrants économiques clandestins et les demandeurs d'asile.
Et il y a des critères qui permettent un peu de ségréguer, de discriminer les différents types de migrants. Et en particulier, un des critères, c'est le pays d'origine du migrant. Et quand vous venez, par exemple, d'un pays comme le Burkina Faso, vous venez au Niger pour dire que vous êtes un demandeur d'asile, bon, il y a de fortes chances que cela ne soit pas vrai. Mais par contre, il y a des pays qui peuvent alimenter la migration en demandeurs d'asile. Par exemple, si on prend le cas de l'Érythrée ou bien d'autres pays, ou de la Somalie, voilà, un Somalien, vraisemblablement, oui, c'est un potentiel demandeur d'asile et non pas un migrant économique. Donc nous avons des critères qui permettent de trier, de faire le tri entre migrants économiques et demandeurs d'asile. Ça se fait déjà. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de mieux organiser cela et de rendre cela plus efficace. Merci. Très bien. Il me reste à vous remercier, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, pour non seulement tout le travail préparatoire, cette réunion et cette longue conférence de presse que justifiait la complexité du sujet. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les journalistes. Purpose. Yes.